Bonjour, merci pour votre fidélité sur Bioboss TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Bi-Entrepreneur dédié à l'entrepreneuriat au féminin, vous le savez désormais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Barbara Paldus. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Grand merci. Vous êtes une femme incroyable, scientifique et CEO de Codex. Vous avez un parcours qui vraiment peut fasciner énormément de monde. Vous êtes inspirante, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va parler de Codex aujourd'hui, ce qui est votre dernière entité. Quelle est sa vocation ? Donc, sa vocation, c'est de prendre la biologie des plantes, c'est-à-dire les cellules souches, et de les appliquer pour les maladies et la problématique de la peau. C'est-à-dire, on peut traiter l'acné, les eczémas, mais aussi le vieillissement, parce que le vieillissement, c'est effectivement une maladie causée par l'inflammation chronique. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que la genèse de cette entreprise, eh bien, c'est votre fils qui a été vraiment l'élément déclencheur. Racontez-nous. Donc avant, je travaillais dans l'automatisation de la biotechnologie. Par exemple, j'avais des clients chez Sanofi Pasteur pour la fabrication des vaccins. Et mon fils, quand il est né, avait une allergie sévère au phénoxyéthanol, qui était un système de conservation des produits pour peau et même des produits pour bébé. Donc il avait des inflammations, il a perdu des couches de peau. J'étais vraiment effarée avec ça. Et ça m'a pris à peu près 5 ans à 6 ans de faire des expériments avec les médecins, les pédiatres, pour voir que c'était une allergie. Donc, premièrement, je me suis demandé si c'était à cause de moi, parce que j'utilisais beaucoup de produits de beauté qui aussi contenaient du phénoxyéthanol. Mais en fin de compte, j'ai pensé, bon, peut-être qu'il faudrait faire un autre système de conservation. Donc, c'est là où a commencé Codex. Nous avons développé et breveté le premier système de conservation à base de ferment des lactobacilles, c'est-à-dire le lactobacillus pour les bactéries, le ferment avec lactobacilles de la noix de coco pour les champignons, et puis on a rajouté un petit peu de conservateur, par exemple de potassium de sorbate ou de sodium de benzoate qu'on utilise par exemple dans les aliments pour les moisissures. Donc comme ça, on a construit le premier système et qui était aussi très bon pour le microbiome. Donc on a fait beaucoup d'essais, donc comparant les parabènes et le phénoxyéthanol sur, disons, la diversité et la population du microbiome de la peau, et on a vraiment vu qu'on pouvait optimaliser notre système de conservation pour préserver le microbiome. C'est formidable. Donc ça, c'est la nouvelle formule. Oui. Et qu'est-ce qui était déficient dans les anciennes formules? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qui ne matchait pas? Donc effectivement, les anciennes formules étaient très très effectives à tout tuer. Donc parce que le but des systèmes de préservation, c'était effectivement de ne pas avoir des contaminations dans les produits. Donc les formulations étaient brillantes, effectivement, pour ne pas avoir des moisissures, ne pas avoir des champignons, mais aussi de tuer toutes les bactéries. Mais le problème, c'est que avec une imbalance de pH aussi, donc les formulations étaient peut-être pas surtout des produits pour nettoyer la peau, avaient des pH très hauts. Donc, c'était un problème avec le pH de la peau et le pH auquel le microbiome naturel est vit normalement dans le sébum de la peau. Donc, c'est-à-dire, on enlevait le microbiome, et si après on se lave la peau quotidiennement, on continue de l'enlever, éventuellement il se fatigue et il ne peut plus récupérer. Donc, c'est là qu'on développe par exemple des boutons, des inflammations, et où aussi la barrière cutanée devient endommagée. Alors, vous avez choisi un secteur quand même d'activité qui est très réglementé, particulièrement en Europe, en France. Est-ce aisé de compenser avec un cadre réglementaire aussi strict aujourd'hui? Donc, comme j'ai passé les 12 années avant dans la biotechnologie, nous étions dans le cadre des médicaments. Donc la validation, les règlements, disons pour les médicaments, sont encore plus stricts, surtout en Europe. Donc on avait l'habitude. Donc heureusement, j'ai pris 2 gens du département de qualité de ma première entreprise, et elles participent vraiment aux réglementations européennes, et toutes nos formulations sont effectivement gérées pour ce marché-là, parce que le marché américain est dérégulé et il n'y a pas vraiment la même qualité et disons la même documentation par exemple, ou le même testing qu'il faut faire pour l'Europe. D'accord. Et vous avez développé une marque de cosmétiques en lien avec une plante que vous avez découverte en Patagonie, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est notre deuxième gamme, Antu, qui s'appelle Antu à cause du dieu, des Mapuches, du peuple autochtone de la Patagonie. Nous avons découvert effectivement, grâce à nos ethnobotanistes, 3 plantes. Donc c'est le matico, le maqui et la murtia, qui croisent dans le jungle de la Patagonie et qui sont mangées effectivement par les peuples autochtones qui n'ont pas de
cancers de peau et qui ont une peau extrêmement, disons, désagée. Donc, nous avons commencé à étudier ces plantes. Nous avons fait des études génétiques sur les effets des cellules, par exemple, de la peau. Et nous avons trouvé des propriétés incroyables anti-inflammatoires et qui régulent le stress oxydatif de la peau, c'est-à-dire qui est causé par la pollution, par le stress psychologique, par, disons, une alimentation qui n'est pas pure, ou bien un petit peu trop d'alcool, ou fumer des cigarettes. Donc on a vraiment regardé l'inflammation, non seulement l'inflammation chronique qui est dans le corps, mais qui cause la destruction et le vieillissement de la barrière cutanée. Et la barrière cutanée, si on l'endommage, on a la déshydratation, et après c'est un cycle vraiment hyper négatif de vieillissement qu'on parcourt. Donc aujourd'hui, nous avons toute une gamme, disons crème jour, crème nuit, sérum. Et le sérum, on a fait des essais cliniques, par exemple, on teste tout chez Dermscan en Lyon, en France, parce qu'ils sont incroyablement bons. Et on a vu la redensification de la peau et la régénération du collagène. Donc il était vraiment excité de voir une régénération qui, disons, pour l'épaisseur de la peau, la rend à peu près 10 ans jusqu'à 20 ans plus jeune. Incroyable! Quand est-ce que ça va être commercialisé? Nous avons lancé en 2021. Ok. Bon, hâte de dans le tester. Covid. Alors, vous êtes une scientifique accomplie et vous m'avez raconté quand même une anecdote lorsqu'on a préparé cette interview assez marquante dans votre vie. Ça s'est passé au Japon. Vous étiez entourée d'hommes. Je vais vous laisser la raconter parce que on est sur une émission quand même dédiée à l'entrepreneuriat au féminin où c'est un sujet encore aujourd'hui en France. Mais je vais vous laisser un petit peu raconter cette anecdote et la manière dont ça s'est déroulé finalement. D'accord, donc c'était au Japon effectivement, c'était à Kyoto chez la marque Oriba. C'est une marque très connue d'instruments analytiques au Japon. Et il faut aussi dire que c'était l'année 2000 ou 2000. Donc c'était il y a 20 ans. Donc peut-être, j'espère que ça a changé. J'étais là avec mon vice-président de vente. Donc on est allés ensemble et on a présenté et donc il pensait que j'étais son secrétaire. Donc il pensait que j'étais l'administratrice, qu'il aidait, il me donnait tous ses bagages, enfin c'était tout. Ils m'ont dit bon, vous portez ça pour lui et j'étais là mais pourquoi est-ce que je ne fais pas? Donc en fin de compte venait le temps de présenter les choses techniques et il me regardait. Il n'était pas à l'aise du tout. Il m'a dit, mais c'est toi, tu présentes? Et j'ai dit, je ne sais pas s'ils veulent que je présente. Donc, il a dit, ça, c'est mon chef. C'est la PDG de la société. Et tout d'un coup, tous les hommes japonais dans leur business suit étaient oh, oh. Enfin, ils font ce son-là quand ils sont surpris. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler. Ils sont sortis de la salle. On était là avec mon vice-président. On se disait, est-ce qu'on a fait faillite? Est-ce qu'ils vont nous jeter dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit quelque chose de mal. Ils sont rentrés avec des petits paquets. Et c'était comme une présentation à un empereur et ils étaient tous arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Et moi, j'avais tout sortes de livres, de documents, des t-shirts et j'étais là mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit vous présentez maintenant. Donc c'était ma première expérience au Japon. J'avais lu des livres sur la culture, mais je n'aurais jamais pensé, en venant de la Californie, surtout mon professeur qui avait collaboré beaucoup avec Oriba, qui aurait dû dire quelque chose. Peut-être que moi j'étais son élève de doctorat, mais non, c'était vraiment très intéressant comme expérience. Inoubliable. Inoubliable, effectivement. Bon, ils ont bien rattrapé le coup. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que scientifique? Donc, en dehors de mon fils, disons que c'est mon premier amour, c'est vraiment d'avoir, chez Finesse, qui était mon entreprise d'automatisation, c'était vraiment d'avoir convaincu et Johnson & Johnson et Pfizer d'automatiser, mais vraiment d'automatiser leur système de production et de développement des vaccins. Parce que nous avons travaillé avec eux depuis les années 2014 jusqu'au 2017, et c'est là les équipements qui ont vraiment aider à développer les vaccins Covid et à les rendre à l'échelle industrielle pour les déclencher dans le marché en 6 mois. Sans cette automatisation, ça aurait pris à peu près 3 ans. Donc on avait beaucoup d'arguments, on a travaillé beaucoup avec les exécutifs pour vraiment leur montrer la stratégie. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de besoin vraiment de faire monter la production d'un vaccin si rapidement. Donc ça, je dirais, c'est votre plus belle fierté. Voilà.
Et ça a été pour vous une évidence, l'entrepreneuriat? Oui, quand j'étais petite, je vendais la limonade à la rue. Je vendais mes notes en tant qu'étudiant parce que je prenais de très très bonnes notes à l'université. Donc après, je copiais quand il y avait encore des télécopieuses. Ah bah bravo! Ouais, ouais. Donc j'avais toujours des petits business. Je jouais du piano, mais je jouais aussi au mariage le week-end. Donc, et pour moi, c'était vraiment, disons, de gagner de l'argent parce que je voulais aider mes parents. Mes parents étaient immigrants au Canada des pays tchèques en 68 quand il y avait, disons, l'invasion des Russes. Donc pour moi, c'était vraiment une manière de les aider et d'apporter quelque chose, de ne pas seulement être là faisant mes études. Et disons, j'ai bien aimé et j'ai aussi bien aimé d'aider les gens. Donc, quand j'ai mis les deux ensemble, c'est pourquoi on a travaillé dans, disons, l'analytique du climat. Après, j'ai travaillé dans la biotechnologie pour les vaccins et aussi pour les anticorps pour les cancers. Et maintenant, disons, la dermocosmétique pour les peaux, disons, eczématiques, où il y a des douleurs, où il y a des problèmes. J'aime bien résoudre les problèmes. Et est-ce qu'on a essayé de vous dissuader à un moment donné ou vous encourager quand vous avez vraiment initié le pas? Donc, mon père, qui était professeur et qui voyait vraiment le chemin académique, on était vraiment très déçus pour à peu près une vingtaine d'années. Donc, ce n'est que quand j'ai vendu Finesse à Thermo Fisher, il a vraiment vu qu'il y avait une très, très grande entreprise qui voyait la valeur de ce que je faisais. C'est qu'il a enfin dit, bon, peut-être la biotechno et les médicaments, c'est quand même important. Et puis, comme il avait des problèmes de cœur, il a commencé à utiliser des médicaments à base de anticorps. Donc, il a vu vraiment que c'était la science et que ce n'était pas tout simplement un jeu de business, que c'était sérieux. Et après ça, il était bien fier. Bon, super. Mais 20 ans, ça a pris. Oui, ça a mis 20 ans, mais au moins vous avez réussi effectivement à le convaincre. Bon, dernière question, quel conseil vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent, qui veulent entreprendre, qui portent des projets et qui souhaitent suivre votre parcours? Donc je dirais premièrement avoir la passion, de se trouver quelque chose où on est vraiment passionné, où on adore ce qu'on fait parce que le travail est dur. Et j'ai passé des journées de 20 heures, j'ai passé des semaines en travaillant plus de 5 heures. Il y a des sacrifices. Donc vraiment, pour commencer quelque chose de rien, d'une idée, ça prend beaucoup de temps. Donc être préparé pour se commettre à travailler. Et c'est pourquoi la passion est si importante, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, et on passe tant de temps et on fait tant de sacrifices pour cette idée, après ça, on peut être déçu, on peut être déprimé, et aussi de savoir que le parcours n'est jamais facile. On voit toujours, disons, les entreprises qui ont déjà été construites, qui sont grandes et qui ont créé des marchés, mais on ne voit jamais rien, l'histoire, vraiment l'histoire de la création, des échecs, des déprimes des entrepreneurs. Donc vraiment d'être préparé pour la réalité, mais si on adore faire quelque chose, vraiment, oui, d'y aller. La passion, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Barbara Paldus. Merci d'être venue sur notre plateau des États-Unis pour cette émission. Vraiment, c'est un honneur. Alors, c'est une émission un peu particulière puisque c'est la dernière de la saison. Je tenais à remercier vivement certaines personnes de l'équipe. César Vasquez à la réalisation, Marine Lebrun au maquillage, Robin Rotella donc à la régie et Morgane Chartier chargée de production. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On se retrouve bientôt. Passez un très bel été et à bientôt sur BioBuzz TV.